C'est pour rendre hommage à ceux qui sont dans l'engrenage, qui font des allers-retours de l'Angelier à Jean Lesage. C'est pas juste des gens qu'on voit vagabonder, c'est aussi des gens qui ont une histoire à raconter. Discussion inconfortable, quotidien instable, conditions insupportables quand l'hiver est redoutable. Leur courage est respectable, c'est incontestable. Bienvenue à la table des indiscutables. À l'heure actuelle, on a une crise, soi-disant crise de logement. Ça fait 10 ans qu'on en parle. Bonjour, moi c'est Cécile. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pauvreté, de vol, mais aussi de l'entraide. Pourquoi j'ai choisi ce sujet-là? C'est parce que je connais ça. Moi aussi, je vis dans la pauvreté. Il y a de plus en plus de personnes qui vivent dans la pauvreté, mais il n'y a pas juste moi qui le dis. Tu sais, avant, là, nous, il y a 8 ans, là, une grosse soirée d'été, là, quand on topait à 140, là, c'était une grosse soirée, là. Puis là, 350, nous, c'est comme, c'est une belle soirée, tu sais, c'était comme... Ça, c'est seulement pour la roulotte marginale. Depuis la pandémie, les riches sont encore plus riches, les pauvres encore plus pauvres. L'Observatoire québécois des inégalités a des chiffres qui le montrent. Entre 2020 et 2024, les 20% les plus pauvres sont appauvris. Encore de 5,68 $. Les 20% les plus riches se sont enrichis de 71,807 $. On a un problème. La pauvreté, ça touche qui? Ça touche tout le monde. Et les jeunes sont de plus en plus touchés. Il y a quand même des visages qu'on reconnaît. Il y a des visages qu'on n'avait pas vus depuis longtemps qui reviennent. Cet été, c'est sûr que nous, on est plus présents dans la rue, fait qu'on a vraiment remarqué un gros changement de nouveaux visages qui apparaissaient, qui disparaissaient aussi vite. Inquiétant. Des jeunes, plus de jeunes que moi je remarque aussi durant l'été. Ouais. Ben, je dirais que, tu sais, il y a tout le temps des visages qu'on reconnaît, puis depuis des années, ils sont là. Mais dans les peut-être 4 dernières années, je dirais, là, c'est comme des vagues de nouveaux visages, là. Nous autres, on le voit qu'il y a une mouvance aussi, ouais, tu sais, que les gens vont aller essayer une autre ville, vont revenir à Québec, ou, tu sais, vont migrer vers Québec parce qu'ils arrivent de on sait pas où. Ouais, puis nous autres, le marginal, tu sais, le monde nous connaisse quand même, ça fait longtemps que le programme existe. Mais, tu sais, ça a arrivé beaucoup, là, des dernières années, là, je dirais un bon 2-3 ans, que le monde disait, je suis jamais venu ici, tu sais, ça nous arrivait moins souvent, le monde, il venait, c'était comme un rassemblement, puis là, tu sais, de devoir expliquer c'est quoi nos services, puis qu'est-ce qu'on offre, puis tout ça, là, ça, depuis 3 ans, c'est plus, tu sais, on se le dit souvent, c'est régulier, là. Du nouveau monde, à ce ouais. moment, ouais. Vivre de la pauvreté, ça a des conséquences sur la santé globale des personnes. Ça, on le sait. C'est aussi faire face à beaucoup de préjugés. Ça, c'est très difficile. Moi, je regarde les gens de l'autre bord de la rue, ils vont rire du monde ici, entre autres, puis ça existe. Il y a une guerre des classes actuellement. Pas rien qu'à Québec. Il y a du mépris face aux gens qui vivent des situations d'itinérance, puis de la crise du logement, puis c'est jamais dans ma cour. Puis même les organismes comme l'Aube-Rivière, le YMCA, je suis complètement dépassé par... ça s'empire. C'est pire que c'était. Ça s'améliore pas. Ça va juste à se faire refuser à l'accès des commerces ou encore avoir la police sur le dos. Les commerçants, souvent, ils nous mettent dehors, puis ils nous empêchent d'acheter, ils veulent appeler la police. Ça, c'est bizarre qu'on n'ait pas le droit, comme les autres citoyens, de pouvoir acheter dans un commerce. Puis c'est un peu... c'est ça qui est criminel puis illégal, selon moi, c'est d'utiliser la police quand il n'y a pas de danger. Si on vole pas puis qu'on va acheter, on devrait avoir le droit de rentrer dans un commerçant. Il y en a trop qui appellent la police pour rien, même la police l'a dit. Au Jack London, en avant de l'église Saint-Roch, je suis allé pour m'acheter un café, puis ils voulaient pas me servir, puis j'ai resté dehors jusqu'à temps que la police arrive, puis ils m'ont donné un ticket parce que je nourrissais les oiseaux. C'est certain que de se faire traiter comme ça, c'est dur sur le moral. Ben, pour moi, en tout cas, ma vision à moi, je me sentais comme la marde. C'était pas supportable non plus, là. T'as tellement de problèmes en étant à l'extérieur, en vivant dehors, là, tu sais, que
On dirait que c'est comme normal qu'il t'arrive de la merde. C'est vraiment pas un bon feeling. Là. Je suis plus rien, puis je serai plus rien dans ma vie. Là. Tu sais, je suis simplement un fardeau pour la société. Tout aussi bien de crever, tant qu'à ça. Là. J'ai eu une très belle vie un bout. OK? En 2012, j'ai tombé malade. OK? J'ai pogné à la meunière. Fait que j'ai arrêté. Il a fallu que j'arrête de travailler. OK? Déjà là, je me sentais même plus comme un homme. C'est une histoire qui montre que personne est à l'abri d'une maladie, d'un accident, de perdre sa job ou de manquer de chance. Ça peut arriver à tout le monde de vivre de la pauvreté. Juste être assis sur le parvis, des fois c'est assez pour se faire prendre de haut. Ouais, le mépris, c'est pas des policiers qui viennent, ça vient des gens de l'autre bord de la rue. Entre autres. Oui, puis les jeunes, la jeune génération, quand ils vont veiller au bar, là, ils viennent nous voir. Parce qu'on est assis là, puis même si je suis habillé, on est tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite de même, on me demande ça souvent. Ça veut dire comment ça t'es ici, comment ça t'es. Tu sais, déjà, il y a un manque d'informations de ces jeunes-là. Puis moi, j'essaie de les ramener à l'ordre, de ne pas mettre tout le monde dans le même paquet. Moi, je ne suis pas dans la rue, je l'ai été. Mais c'est souvent du mépris, entre autres. OK? C'est l'humain, ce qui est comme ça. On t'aime, tu sais, comme ça. On t'aime, tu sais, c'est de la condescendance. Puis ça, moi, j'aime pas bien ça. J'aime ça, dans ce temps-là, de les ramener à l'ordre, ça être violent. Mais j'aime ça, tu sais, pour d'autres qui peuvent pas le faire. Pourquoi y a-t-il autant de préjugés envers les gens qui souffrent? C'est une bonne question. Je pense pas que j'ai la réponse. Je sais que avec mon travail, on voit constamment, tous les jours, à quel point il y a des préjugés envers les personnes qui souffrent. Tout à fait. Donc, c'est effectivement un synonyme, un phénomène qui existe. Nous, à Droite-Cité, on lutte constamment contre justement ces préjugés-là, puis pour qu'il y en ait moins. On parle beaucoup, nous, notre sujet principal par rapport au ça, c'est le profilage social. Donc, profiler les gens à cause de leurs conditions sociales, puis leur donner des... leur mettre... un chapeau, en fait, les met dans une case, assumer qu'ils vont faire certaines choses à cause de leurs conditions sociales. Parce que ça nous confronte. Là, je vais être un peu philosophique, là, mais je pense que le fondement de ça, là, je pense que, là, je suis très philosophe et un peu très large, là, mais je pense que le fait quand on voit de la pauvreté, on voit des gens qui consomment, on voit des gens qui vont pas bien, ça nous confronte comme société, comme être humain. Fondamentalement, moi, je pense que le fond, c'est ça. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on veut pas voir, parce que de voir des gens qu'on s'occupe pas, mais on pourrait le mettre à l'international si on veut, de voir des gens qui, dans d'autres pays, mangent pas, ça nous touche. Là. On n'a pas le goût de voir ça. Bien sûr, ça signifie un échec fondamental. Ça, c'est pour les gens qui sont, à mon avis, très raisonnables, très sensés, et je pense qu'ils sont heurtés à ce niveau-là. Plus loin que ça, je pense qu'il y a des gens qui ont des préjugés, puis ça les confronte. Ça les confronte là, de voir, quand tu connais pas un phénomène, puis que tu vois quelque chose se passer devant toi que tu comprends pas, hein, les seringues, les pipes à crack, ça fait peur à du monde. Donc, pourquoi ça nous dérange? Parce que on considère que ça peut être menaçant. On considère que ça peut être dangereux. Puis ça peut être dangereux aussi une seringue à traîne quand il y a des enfants. Il y a surtout la particularité des seringues. Là. Puis maintenant que les pipes, les gens ont peur un peu, mais le fait qu'une seringue peut transmettre une infection, quoique très relative, si tu piques dessus là, quand on se raisonne un peu, mais c'est une crainte qui est là. Si j'avais des enfants qui se prenaient dans un parc à risque de seringue, je serais probablement craintif. Est-ce que j'embarquerais le préjugé? C'est une autre affaire. Mais je pense qu'il y a de ça. Il y a fondamentalement aussi la société de production dans laquelle on est là. Quand tu fonctionnes pas, tu es à la charge du gouvernement, ben ça nous dérange quand on paye beaucoup d'impôts, quand on trouve que le système nous coûte cher, ben on pense que ces gens-là devraient se prendre en main. Puis on a une analyse aussi que comme si on partait tous de la même place dans la vie, là, c'est comme si on avait toutes les chances. Puis s'il y a des gens qui se pognent sur le cul sur le BS ou bien qui consomment, ben c'est un choix qu'ils ont fait, un mauvais choix. Ils devraient faire un choix de rentrer dans le... Mais en même temps, généralement, puis ce qui est la beauté négative de cette affaire-là, c'est que la consommation de drogue est presque interreliée presque dans tous les familles du Québec. Ne serait-ce que l'alcoolisme ou la dépendance au jeu, là, ou d'autres dépendances. Quand on réussit à avoir cette discussion-là avec des gens qui ont des préjugés, ils comprennent à un moment donné qu'ils disent « Oh, attends un peu, là, effectivement, j'ai eu mon oncle, j'ai une tante, j'ai une sœur, j'ai un père. » Généralement, ces gens-là
vont être capables d'évoluer en comprenant que, oh mon Dieu, ces gens-là sont pas débarqués d'une secoupe volante, mais on les a placés là, ils viennent de notre communauté. Moi, je suis très sur le principe de communauté, mais c'est souvent ça qui fait que les gens ont des préjugés. Puis quand tu es différent, ben tu attires l'attention. Puis quand tu n'es pas pareil comme moi, ça m'oblige à me questionner à savoir pourquoi cette personne est comme ça. Et les gens ont peur du changement aussi. Mais est-ce que c'est toujours du mépris ou ça serait pas autre chose? Il y a aussi la peur. C'est la peur, ça paralyse. La peur des deux bords. Le fait que l'être humain a toujours eu peur du changement puis de ce qui est différent, fait que veut pas quelqu'un qui connaît pas nécessairement ça, qui fait juste passer dans la rue puis qui en voit un qui se parle tout seul puis qui danse dans plein milieu, ça se peut qu'il le regarde avec peur plus que par jugement. Tu sais, on est fait comme ça, l'être humain veut pas là. Tu sais, même moi là, avant de faire le travail que je fais, je voyais une personne sans abri puis je changeais très droit parce que j'avais peur. C'était vraiment pas du jugement, c'était pas du dégoût, c'était de la peur. Quand t'étais plus jeune. Quand j'étais plus jeune, mais tu sais, ouais, j'avais peur parce que je connaissais pas ça. Puis en plus, je connaissais pas la personne non plus, mais j'avais aucune connaissance dans le domaine. Mais maintenant que tu sais, j'ai commencé à faire du bénévolat avec le Marginal, j'avais 14 ans. Puis à partir de cet âge-là, j'ai compris que j'avais pas vraiment de raison d'avoir peur, là. Il allait pas me sauter dessus, là. Il y a certainement un manque de compréhension. Puis l'exclusion sociale, c'est parce que pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Tu sais, on va se dire, ben ouais, mais il y a un qu'à travailler, lui, puis il y a un qu'à, tu sais, quand ils vont quêter sur le bord du chemin, puis tout ça, parce qu'ils ont faim ou puis ils veulent une bière parce qu'ils sont pas capables de vivre ce qu'ils vivent, puis ils veulent étouffer leur malaise. Puis ça, ben moi, je suis d'accord avec ça parce que j'ai vécu ces problématiques-là de la rue. Ce que je veux dire par là, c'est la question de l'exclusion sociale, c'est que c'est dur en les partager, tu sais, de cibler le problème, de mettre le doigt. Mais là, on commence à voir on voit qu'il y a des choses qui marchent pas. On le voit. Tu sais, quand tu marches le matin, là, sur la rue Saint-Joseph, là, les gens qui sont dans les portiques des commerces, les commerçants, ils sont plus capables, là. Ils sont pas habilités, ils sont pas expérimentés pour prendre soin de ces gens-là. Tu sais, c'est dur de leur dire de les aimer, c'est dur parce que ils l'ont pas vécu. Quand tu as quelqu'un qui a vécu ce qu'ils ont vécu, c'est sûr que tu comprends, tu as de l'empathie, tu vas faire tout, puis nos gens ici au Café Rencontre, c'est ce qu'ils font. Puis pas juste au Café Rencontre, quand ils sortent du Café Rencontre, ils sont sur le parvis de l'église à Saint-Roch, puis ils font l'intervention, ils continuent ce qu'ils font ici. C'est incroyable, vous les connaissez, là, pas besoin de vous les nommer. Mais c'est comme toucher l'exclusion sociale. C'est comme toucher de dire, ben c'est ça, il y a un qu'à travailler. Il y a un qu'à se lever puis à faire son bout, puis bon, c'est ça. Sinon, ben, on veut rien faire, on veut rien savoir d'eux autres. Un des principes, mettons, pour la consommation ou l'arrêt de consommation ou la réinsertion sociale, c'est de trouver une estime de soi, puis un sens à être intégré à quelque part, là. Fait qu'à chaque fois qu'on te répète, qu'on te chasse, qu'on t'arrête, qu'on te tiquette, on va l'appeler comme ça, c'est complètement contre-productif à ce qu'on devrait pour que les gens puissent s'en sortir. Ça, c'est clair. Au-delà même de l'amende puis du prix, là. Fait que le discours social, qu'on accepte que des individus qui vont pas bien soient chassés, montrés du doigt, amendés, c'est dommage pour l'être humain. C'est 10 fois 1000 pire que le prix du ticket, à mon avis. On a réussi à nous convaincre qu'un groupe de la société sont déviants du fait qu'ils ont eu des difficultés puis se ramasser là. C'est malade. Comme message violent, là, c'est le pire, à mon avis. Une autre conséquence de la pauvreté, c'est qu'il faut faire des choix difficiles. Payer le loyer ou aller à l'épicerie, par exemple, ou encore des choix de survie, parce que on n'a pas assez d'argent. C'est pas surprenant que des gens décident de voler des fois. Une autre chose, c'est la consommation. Quand on est pauvre, ça aussi, ça amène des choix difficiles. Mais oui, j'ai connu des gens qui sont authentiques, qui sont vrais, qui restent eux-mêmes
Même s'ils font si des fois ils ont des difficultés, on a tous déjà crossé quelqu'un. L'idée, c'est de s'excuser, je pense, quand on fait quelque chose. Ça finit même à cause de la pauvreté et du vol. Il y a plus de vols, c'est un cercle vicieux. Il y en a, c'est sûr, qui se mettent à voler parce qu'à force de se faire voler, ils sont plus capables de se racheter qu'est-ce qu'ils ont. La plupart n'ont plus de cellulaire parce que, genre, c'est ça. Mais moi, j'ai passé 3-4 ans, j'ai passé 30 cellulaires. Soit qu'on se le fait casser ou qu'on se le fait voler. Puis ça en fait que ça incite le monde à devenir même voleur parce qu'ils n'arrivent plus à le racheter. Fait que c'est ça. Dans tout ça, il devrait y avoir de la solidarité entre les personnes pauvres. Ça, moi, je trouve pas ça honnête. J'ai jamais volé un ami. Moi, je volais dans les magasins pour me nourrir. Je suçais des queues pour, justement. Mais je pense que qu'est-ce qui s'est perdu au fil du temps, c'est justement le respect de celui que t'aimes. Tu crosseras pas ton frère, mettons. Ça se fait pas, là. Tu voles pas quelqu'un qui est comme moins riche que toi, là. Ça donne quoi de voler ton chum? Demande-y, puis il va te le donner au pire, là. Il y en a qui naudent, mais ils ont les poches pleines. Fait qu'il y en a qui en profitent. C'est plus facile. Il va aller comme... il va suivre cette personne-là. Elle va s'endormir. Il va tout prendre son stock. Mais ça donne quoi, là? Des fois, on peut en faire des erreurs, mais à un moment donné, il faut qu'on arrête de se voler dans la rue. Je pense que l'entraide est plus forte, puis on va devenir plus fort si on s'entraide tous ensemble que si on se vole tout puis on se crosse tout ensemble. Il y a d'autres choses qui empirent la situation. Les fameux ménages de la Ville de Québec. C'est quand des employés de la Ville passent nettoyer un espace public. Ils jettent les affaires des gens, des fois sans regarder à qui ça appartient, ou s'il y a des clés, des portefeuilles, des papiers. C'est un problème parce que, d'un bord, les organismes donnent pour aider les gens les plus pauvres qui sont dans la rue, et de l'autre bord, la Ville ramasse et jette le matériel. On était, nous, au bureau, puis on pleurait parce qu'on était sidérés de ce qui venait de se passer. Puis quand on s'arrête, nous autres, puis on se dit « Hey, nous autres, là, on fait des appels aux dons pour avoir des sleeping bags, avoir des vêtements chauds. Puis là, vous êtes en train de me dire que le matin, vous avez tout mis dans les poubelles, tout ce que nous autres, on a travaillé pour ramasser pour les gens qui en ont besoin. Puis à soir, va falloir que je recommence le même scénario. Je vais redonner un sleeping parce que moi, je laisserai pas quelqu'un dormir. Tout le monde n'est pas conscient de ça, là, mais tu sais, on se fait donner des choses qu'on se fait enlever après, puis que pendant qu'on fait tout ça, on fait pas notre réel travail d'amener la personne ailleurs. On y fournit un maudit sleeping par semaine, là, tu sais. Puis ça, c'est sans compter les sacs à dos qui contiennent justement, tu sais, des prescriptions, de l'argent, des médicaments, des photos de tes enfants, tes cartes d'assurance maladie. Mais juste qu'est-ce qui te c'est faire retravailler du monde, encore retourner faire une carte d'assurance maladie, c'est énormément de temps. C'est pas juste nous, c'est les CLSC aussi, c'est tout ça. Pour quelqu'un dans la rue, ses affaires, c'est précieux. Donc, ça fait vraiment mal de se faire jeter ces choses. Parce que là, ils couchent dehors, à pluie froide, OK? Tu pognes des grosses pneumonies, puis la plupart du temps, ils s'en foutent un peu parce que là, ils vont même pas voir les hôpitaux ou n'importe, tu sais, parce que là, ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas de carte. Comment tu veux qu'ils voient des hôpitaux? Ils les prennent pas, ils n'ont pas d'argent pour ça, OK? Pourquoi ils n'ont pas d'argent? Parce qu'ils consomment. Le pourquoi qu'ils consomment? Parce qu'ils vivent dehors, OK? Pour pouvoir survivre. Malheureusement, tu sais. Ben, tu sais, si t'arrives, tu te tiens réveillé, ben, au moins, tu sais que tu ne te feras pas voler le stock. Le petit peu de stock que tu as, là, à l'extérieur, là, on dirait que c'est comme de l'or pour toi, un petit peu. Hein? Ben, t'as pas envie de te le faire voler. Il faut que les gens comprennent aussi pourquoi les gens traînent autant d'affaires. C'est quoi qu'il y a là-dedans? C'est la conception que c'est des poubelles. Ben là, c'est pas ça, là. C'est toute ta vie que tu as dans ton sac, là, tu sais. Fait que non, moi, je suis super sensible à ça, je le comprends. Ici, on accepte beaucoup que les gens traînent leurs trucs, mais il y a quand même des limites parce que si les bagages de quelqu'un prennent la place de quelqu'un qui voudrait se réchauffer, ça marche pas non plus, tu sais, on est limité. Fait que le communautaire continue à faire son petit bout de chemin, mais ça va prendre de quoi de plus, puis je m'engage à y travailler. C'est plus difficile qu'avant. Il y a des réseaux d'entraide qui changent
ou qui n'existent plus? Des réseaux d'entraide, j'en vois moins, je pense. Tu sais, avant, t'avais des endroits comme des lavomates ou, tu sais, le petit dépanneur du coin qui accueillait les personnes, puis que, on dirait, je pense que ça s'est refermé un peu. Peut-être, chez les commerçants, il reste que je leur tire mon chapeau, là. Ils restent ouverts et tout, mais on a moins ça. Tu sais, de plus en plus, on voit justement les lavomates, ce genre d'endroits-là qui ferment. Donc, ça se retourne plus vers, justement, le communautaire. Tu sais, exemple, la bibliothèque, ils font ce qu'ils peuvent, là, mais, tu sais, ils peuvent pas accueillir tout le monde, puis on le voit que c'est un enjeu. Fait que c'est comme le communautaire qui a tranquillement pris la place de ça. Fait que le réseau est plus au niveau du communautaire, entre les intervenants puis tout ça, comment on se tricote ça, là, tu sais, pour faire un meilleur filet, là. On utilise souvent ce mot-là, mais il reste que c'est parlant. Sinon, non, je le vois moins dans la communauté. Pourtant, tout le monde, on est des citoyens à part entière. On a les mêmes droits. On fait partie de la même communauté. Les gens qui consomment, les gens qui sont en situation, peu importe la situation, dans le fond, ils sont tous membres d'une même communauté, dans mon livre à moi, là. Donc, dans ce que je pense, on est tous dans une communauté, on l'appelle là la planète, la région de Québec ou le quartier Saint-Roch. Et quand quelqu'un est différent ou éprouve des difficultés, ben c'est un membre de notre communauté qui va pas bien ou qui a besoin. Et on devrait être responsable, tous et chacun de ces membres, de tous nos membres. On a parlé de la situation. C'est bien beau tout ça. Mais on fait quoi? On fait pas juste chialer. On a des recommandations. Il y en a qui sont très concrètes. Comme celle qui suit. Au lieu de jeter tout ce que nous autres, on travaille pour donner, puis tout ce que les autres ils ont besoin pour survivre, là, mais pourquoi qu'on n'aurait pas des endroits où ce que les gens peuvent entreposer leurs affaires? Moi, c'est ça qu'on se dit, puis c'est ça qu'on avait dit. Ça serait-tu possible de mettre des conteneurs avec des casiers, d'engager des gens de la rue à travailler à cet endroit-là, de faire de la réinsertion sociale? Tu sais, c'est une question de... C'est une question de logique, là. C'est comme d'aller tout dans le même sens. Comme à Montréal, oui, ça soit la ville qui passe, ça coûterait moins cher maintenant. Il y a des payés entre 15 à 18 piastres l'heure, ils font à peu près 4 heures chaque, puis ils se font pas couper leur chèque d'aide sociale. Parce qu'un chèque d'aide sociale, ça suffit pas à pratiquement à personne. C'est pas assez. Avoir un espace pour entreposer ces choses, c'est quelque chose qui est revenu souvent. C'est pour ça que ça prend absolument des lockers 24 heures, des mini-entrepôts, un budget pour à un prix raisonnable pour les itinérants. Ça prendrait ça dans le secteur où il y a les ressources. Ce qui est clair, c'est que la solution n'est pas juste les organismes communautaires. C'est juste que les organismes en ce moment, ils en ont tellement que c'est comme si tout le monde s'attend à ce que ce soit nous qui le fassions. T'sais, nous, on en a des casiers ici, mais j'ai plus de place. Fait que, tu sais, il faudrait je pense que ça va falloir que ce soit une solution qui vienne pas juste du communautaire, mais probablement de la ville, du CIUS. Il va falloir que ce soit quelque chose de plus grand. Au-delà de tout ça, est-ce qu'on pourrait pas considérer tout le monde comme des êtres humains avant tout? On parle beaucoup, nous, notre sujet principal par rapport au ça, c'est le profilage social. Donc, profiler les gens à cause de leurs conditions sociales, puis leur donner leur mettre un chapeau, en fait, les mettre dans une case, assumer qu'ils vont faire certaines choses à cause de leurs conditions sociales, des choses comme ça. Donc, on lutte vraiment pour qu'il n'y ait pas ça, pas ce profilage social-là de la part des institutions. Puis, en fait, qu'on réalise l'humain derrière ces préjugés-là. Et c'est ça qu'on lutte, puis qu'on veut vraiment, parce qu'il y a un humain qui souffre. De faire comprendre aux gens que même si des fois on vit de la misère, ben on peut réussir. On est des gens qui peuvent être attendus, attendre, puis de se faire connaître, malgré le passé. Pour conclure, j'aimerais vous dire une chose. Les étiquettes vont sur les pots et pas sur les personnes. Apprenez à nous connaître avant d'avoir des préjugés. On a jasé de toi. On a jasé avec toi. Qui ça? Les indiscutables! Indiscutables! On a jasé de toi avec les indiscutables. Tous les enjeux que nous vivons dans ce quartier indispensable. On a jasé de toi avec les indiscutables que les gens nous disent c'est pas votre place. On a jasé de toi avec les indiscutables. On a répondu, on est en vie. On a jasé de toi avec les indiscutables. Sais-tu que d'avoir une trousse de Naxolone, ça peut sauver des vies? On a jasé de toi avec les indiscutables. Dans le quartier, on voudrait tout égal.
On a jasé de toi avec les indiscutables. Sais-tu que l'étiquette ne devrait pas exister pour un monde qui vit dans la pauvreté? On a jasé de toi avec les indiscutables qu'il devrait y avoir des logements sans préjugés. On a jasé de toi avec les indiscutables pour vous dire Les étiquettes vont sur les peaux et non sur les personnes. Vous venez d'écouter le premier épisode du balado Les Indiscutables. Enregistré et réalisé en 2025 et 2026 par un collectif de citoyens et de citoyennes qui fréquentent le quartier Saint-Roch. Au fil de plusieurs rencontres, ce groupe s'est impliqué dans toutes les étapes de la réalisation du balado, depuis les décisions quant aux thèmes abordés jusqu'à la réalisation d'entrevues, le choix des contenus, le montage et la narration. Merci donc aux Indiscutables, les maîtres d'œuvre de ce balado. Alexandre, Bébibou, Cécile, Denis, Nathan, Diane, Éric, Florence, Jacques, Jean-Pierre, Jean-Claude, Jessie, Karine, Laurence, La Puce, Marie-Claude, les deux Mario, Sandra et Val. Narration, Cécile Bellemare. Thème d'ouverture, Cogiter. Le slam Les Indiscutables est un texte de Cécile Bellemare interprété par Les Indiscutables. Prise de son, Emilia Guillemette, Chéna Fleury, Marlène Bordelot. Montage, Marlène Bordelot. Mixage et habillage sonore, Jacques Ferland. Coordination de projet, Emilia Guillemette, Chéna Fleury, Émilie Leclerc et Marie-Josée Renaud. Une collaboration de l'Engrenage Saint-Roch et de CKIA-FM. Ce balado a été réalisé dans le cadre du programme Culture et Inclusion du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Merci à la Caisse d'économie solidaire des Jardins qui a rendu possible ce balado.